Salut les amis, salut à tous. Salut à tous les abonnés de notre chaîne Juste Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec une série d'exercices qui traite juste le portique. Les calculs de portique par n'importe quelle méthode. Et nous avons plusieurs méthodes que nous pouvons utiliser pour décompter toute situation, je peux dire, lever les hyperstaticités de tout le portique. Il existe plusieurs méthodes. Alors vous avez en fait vous avez la méthode de déformation et la méthode de force. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux. Mais seulement parmi les deux, il y a des sous-méthodes. Il y en a plusieurs. Je vous dis, il y a une diversité de méthodes que nous allons traiter ici. Mais seulement, nous avons, vous pouvez faire les calculs de portique avec la méthode proprement dite de la déformation. Vous pouvez faire avec la méthode de force. Mais vous pouvez faire avec toute le série, je peux dire, de la méthode de Cross. Donc je peux citer la méthode de Cross-Hardy. Vous avez Cross-Critères-ZZ, vous avez Cross-Camuller, vous avez Cross-Cani, Cross-Cauchy. Il y en a plusieurs. Vous avez la méthode de 3 étages consécutifs que vous pouvez utiliser pour traiter des portiques à plusieurs niveaux. Vous avez la méthode de Bowman. Il y en a plusieurs, il y a tout un tas de méthodes que vous pouvez utiliser pour lever les hyperstaticités de portique. Mais seulement aujourd'hui, nous sommes encore là avec une méthode que nous allons essayer de travailler ensemble. Hein? C'est la méthode de Cross-Hardy. Je crois qu'on a eu cette méthode avec les exercices de poutre fléchis. Mais cette fois-ci, nous allons l'utiliser avec nos portiques, avec le portique. Donc, nous allons voir le portique qui subissent des déplacements et le portique qui ne subissent pas des déplacements. Et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons utiliser cette méthode dans chaque situation que nous allons traiter. Nous sommes encore là, je crois, c'est une demande de tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Et vous avez demandé que nous fassions les calculs de portique. Et nous sommes là avec notre série d'exercices calcul de portique. Et notre exercice est là et on peut voir ensemble. Nous avons les calculs des moments dans les nœuds de portique par la méthode de Cross-Hardy. Par la méthode de Cross-Hardy. Alors, nous avons le portique 1, c'est le premier portique. Le portique 1 qui est là. Le portique entre les appuis A et D, la longueur est de 4 mètres. La hauteur H égale à 3 mètres. Donc la hauteur du poteau DC et AB sont le même. Nous avons la même hauteur. Et les inerties sont les mêmes aussi. Parce que des fois nous avons les inerties qui sont différentes par rapport aux éléments de structure. Donc ici nous avons notre portique. On demande de calculer le moment en A, moment B, moment C et moment au point D. Avec bien sûr la méthode de Cross-Hardy. Je crois qu'avec le même portique, nous aurons à utiliser de différentes méthodes et on va voir la comparaison de résultats. On va voir ce que ça donne par rapport à chaque méthode. Nous allons commencer notre calcul. Alors, en fait, l'idée de l'exercice d'abord, si je peux revenir un tout petit peu, c'est que lorsque vous calculez le moment dans les nœuds, c'est supposé que vous avez décompté en fait la situation d'hyperstaticité. Donc, connaissant les moments dans les nœuds, vous pouvez calculer les efforts dans le bar sans problème. Vous pouvez calculer les réactions dans les appuis sans problème. Donc, vous pouvez calculer les efforts internes, je peux dire, dans l'ensemble. Donc, connaissant déjà ceci. Alors, je peux venir maintenant, on peut commencer. Et si vous voulez utiliser cette méthode, il y a des étapes à suivre. Nous avons des étapes que nous allons suivre. Nous allons commencer d'abord par calculer le RDR. Nous allons calculer le RDR. Calcul de RDR. Fait calcul de RDR. Voilà. Le calcul des RDR, j'appelle ceci R. Le RDR, en fait,
ce n'est que le rapport entre les moments d'inertie et la longueur de la pièce. C'est ça le raider. Mais seulement nous avons deux cas. Lorsque nous traitons de portique comme ça, nous avons deux cas de barres que nous allons prendre en compte chaque fois que nous aurons affaire à utiliser cette méthode. Nous avons le premier cas, c'est lorsque la barre est encastrée des deux côtés avec une longueur L et une inertie I. Le deuxième cas, c'est lorsque cette barre est encastrée d'un côté et articulée de l'autre. La longueur L, inertie I. Et ici, on peut toutefois, il faut comprendre que lorsque vous voulez calculer les raideurs, pour le premier cas ici, le raideur n'est rien d'autre que I sur L. Ça, c'est le raideur de notre pièce. Mais lorsque nous sommes dans ces cas ici, le raideur égale à 3/4 I sur L. La pièce est articulée d'un côté et encastrée de l'autre. Là, il faut très bien comprendre. Et je vous dis, l'explication est plus claire. Plus claire, si vous suivez attentivement, vous allez comprendre la méthode et vous allez l'utiliser pour n'importe quel portique que vous allez traiter. Alors, ici, nous sommes là. Je reviens encore un tout petit peu pour donner une petite précision. C'est que lorsque vous tracez, vous faites les calculs du portique, ces nœuds A est encastré. Les nœuds qui est le croisement de barres, parce que ici nous avons un appui. Ok, c'est un encastrement, c'est bon. Mais seulement il y a un nœud ici qui se déplace. Les nœuds doivent subir un déplacement, peut suffire un déplacement. Parce que c'est un nœud qui est le croisement des deux barres. Et lorsqu'il y a le croisement des deux barres comme ça, il y aura l'apparition d'un moment. Et dans les calculs préalables de cette barre, nous allons considérer que cette barre est encastrée là-bas. Donc nous avons un encastrement ici, nous avons un encastrement là-bas. Ici nous avons aussi un encastrement, nous avons aussi un encastrement. Donc là où il y a le croisement des barres, ceci constitue un encastrement. C'est quelque chose qu'il faut souligner dans les calculs de portique avec cette méthode. Alors, ici, nous revenons. Nous avons des barres AB, barre AB, BC, CD. Et je calcule le raideur. Je calcule le raideur. Le raideur AB. Le raideur AB égale raideur AB égale I sur L. Si je regarde bien le raideur AB, on peut voir ici, le raideur AB et BA, nous avons la même barre. CD et DC, nous avons la même barre. BC, CB, nous avons aussi la même barre. Donc le raideur AB égale au raideur BA égale à I sur L égale à L. L, c'est la hauteur en fait. AB, je peux écrire I sur H, c'est la hauteur. Ici, nous aurons I sur 3. Alors, dans les calculs, si vous trouvez que l'inertie est constante, si l'inertie est constante, on peut réduire les calculs en posant l'inertie égale à 1. La même chose. Même si vous prenez l'inertie, vous utilisez I, vous aurez toujours le même résultat. Mais seulement, nous prenons I égale à 1 parce que l'inertie est constante. Et chaque fois qu'on aura à faire la variation des portiques, vous allez voir comment est-ce que nous allons faire changer les valeurs d'inertie. Alors, ici, l'inertie est constante, nous prenons I égale à 1. Et nous aurons 1 sur 3, ceci me donne 0,33 par exemple. Comme ça. Alors, je calcule aussi le raideur BC qui sera égal au raideur CB. Ceci égale à I sur L. C'est l'encastrement des deux côtés. Si vous pouvez voir ensemble avec moi, nous sommes là BC. Ici nous avons un encastrement, ici nous avons un encastrement. Les deux encastrements avec une longueur L. Et les I là-bas. Dans le raideur sera I sur L.
I sur L, avec L qui est égal à 4 mètres, nous aurons I sur 4. Ceci me donne I 1 sur 4 et je trouve 0,25. Je calcule aussi le raider CD égale au raider DC égale à I sur H. I sur 3 me donne 1 sur 3 et je trouve 0,33. C'est comme ça. Et là, je termine les calculs des raiders. Donc, le calcul des raiders est fini. Je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, nous allons faire les calculs de coefficients de répartition. On peut faire les calculs de coefficients de répartition. Venez ici. Calcul de coefficients de répartition. Les coefficients de répartition C. Alors, nous allons voir les coefficients de répartition BA. A, B, nous avons les nœuds A, B, C, D. Les coefficients de répartition AB n'existaient pas. AB n'existait pas. Dans l'appui ici, AB n'existait pas. DC n'existait pas. Donc nous commençons là-bas. BA, BC, CB et CD. Pas DA, DC. Non. Donc je vais faire BA. Parce que le nœud B, ces coefficients ici n'existent pas parce qu'il y a répartition tout simplement d'un côté. Mais seulement lorsque vous êtes ici, vous aurez une répartition de deux côtés. Donc vous avez BA et BC. Ici vous avez CB et CD. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alors lorsque nous sommes ici, nous aurons le coefficient de répartition BA. Coefficient BA égale au raider BA. Vous voyez la notation en fait. BA, donc raider BA divisé par la somme de raiders qui aboutissent sur ces nœuds B. Donc la somme de raiders. Donc au nœud B, si vous regardez là, au nœud B, nous avons le bar qui aboutissent, je vois, nous avons BA et BC. Donc la somme des raiders, si j'en avais 3, j'allais faire le 3 raiders. La somme de 3 raiders. Donc ici j'aurai raider BA et raider BC. Donc raider BA plus raider BC. Ceci égale raider BA. Raider BA égale à 0,33 3 divisé par 0,333 plus 0,25. Là, c'est les coefficients de répartition CBA. Le coefficient de répartition C, le coefficient de répartition BC. BC, nous sommes toujours au nœud B. Au nœud B égale au raider BC, raider BC divisé par la somme des raiders sur ces deux barres qui aboutissent sur ces nœuds-là. Donc, raider BC plus raider BA. Voilà. BB. Ceci me donne BC. BC, nous avons 0,25 sur 0,25 plus 0,333. Nous allons calculer aussi le raider. Le raider, on a fait BA, BC, nous faisons maintenant CB. CB, raider CB, égale, coefficient de répartition CB égale raider CB sur le raider CB plus, nous sommes au nœud C. Au nœud C, nous avons CB et CD. Ici, je vais mettre CD. Raider CD. Le raider CB. CB, c'est 0,25. Nous avons 0,25. Donc, j'aurai 0,25 divisé par 0,25
plus CD, le raideur CD, nous avons 0,3333. 0,3333. Nous allons calculer. Je fais aussi le raideur CD. Je vais terminer tous les coefficients en fait, tous les coefficients de répartition qui sont là. Donc CD. Donc je commençais par BA, BC, CB et maintenant CD. Les coefficients de répartition. CD égale au raideur CD divisé par le raideur CD plus CD. Je suis sur CD. CD. Raideur CD et CB sur le même nœud. Raideur CD égale le raideur CD. CD, non, je vois là CB. Raideur CD. CD, c'est 0,3333 sur 0,3333 plus CB. CB, c'est 0,25. Et nous allons calculer le coefficient de répartition CD égale. Nous allons essayer de trouver toutes les valeurs ici. Et puis, nous allons voir la suite. Et si vous calculez ici, si vous calculez, vous prenez 0,33 divisé par, ainsi de suite, vous allez trouver 0,571. Calculez aussi 0,25 divisé par 0,25 plus ceci, vous allez trouver 0,429. Calculez ici 0,25 divisé par, je crois que c'est presque la même valeur, hein, 0,429. Ici, calculer 0,33 divisé par, je vois c'est la même valeur que là. Je trouve 0,571. Là, nous avons fini notre calcul des coefficients de répartition. Mais seulement, je peux faire aussi la troisième étape, je peux le faire même ici. C'est les calculs des moments d'encastrement parfait. Les calculs des moments d'encastrement parfait. Dans les calculs des moments d'encastrement, il faut très bien suivre en fait les étapes. La première étape, nous sommes partis là, calcul de raideur. Après les calculs de raideur, nous avons fait les calculs de coefficient de répartition C. Après les calculs de coefficient de répartition, nous faisons les calculs de moments d'encastrement parfait. Donc en fait, les moments d'encastrement parfait, ce sont des moments dont le bar prise séparément, donc indépendamment, hein, indépendamment des autres. Donc on prend chaque barre indépendamment de l'autre. Donc comme ici, nous prenons la barre AB. La barre AB, sur la barre AB, vous allez voir qu'il n'y a pas une charge. Donc il n'y a pas un moment d'encastrement parfait ici. Donc le moment d'encastrement parfait n'est pas là. Sur cette barre aussi, il n'y a pas un moment d'encastrement parfait. Donc nous aurons un moment d'encastrement parfait sur cette barre qui est chargée. Donc le moment d'encastrement parfait existe sur des barres qui sont chargées. Donc en fait c'est quelque chose comme ça. Alors ici nous aurons un moment d'encastrement BC et un moment d'encastrement CB. Donc en fait c'est quelque chose comme ça. Donc j'aurai les moments d'encastrement BC égale, c'est une barre en fait encastrée de deux côtés. Encastrement des deux côtés. Alors si je prends les moments ici, je prends la charge, moment BC, je suis sur le point B. Je regarde la manière dont la charge tourne pour atteindre le point B. Et si vous regardez les sens horlogique et anti-horlogique, vous allez comprendre quelque chose. Donc ici, le sens, bien sûr, le sens dépendra de vous, mais on doit prendre un sens qu'on va utiliser plus. Hein, chaque fois qu'on aura à faire les calculs de portique, on aura à utiliser ces sens-là, c'est les sens horlogiques.
Donc les sens positifs seraient les sens horlogiques. Donc si la charge tourne dans ces sens ici, et notre moment sera considéré comme étant positif. Hein? Le moment sera considéré comme étant positif. Alors, c'est l'essence normale d'ailleurs qu'on a utilisé en statique, qu'on a utilisé en résistance des matériaux. Donc l'essence horlogique, mais sera le sens positif. Je suis là, le nœud BC. Le nœud BC, la charge tourne comme ça pour atteindre le nœud B. Et lorsque la charge tourne comme ça, et c'est l'essence positive que je prends. Si la charge tourne dans l'autre sens, c'est l'essence négative. Et là, je peux faire les moments d'encastrement parfait serait PL carré sur 12. Encastrement de deux côtés. Hein? Encastrement de deux côtés, ça serait PL carré sur 12 égale P c'est 1. L c'est 4 au carré sur 12. Et j'aurai 16 sur 12. Les moments d'encastrement CB égale moins CB, c'est le sens contraire d'ailleurs. Nous sommes là, la charge pour atteindre le point C, la charge tourne dans le sens anti-horlogique. Donc j'aurai moins P L carré sur 12. Et là j'aurai moins 1 plus 4 carré sur 12. Ça serait moins 16 divisé par 12. Vous pouvez prendre votre calculette et vous calculer pour trouver 16 sur 12. 16 sur 12 va vous donner 1,33. 1,33. Les 1 ici, c'est une tonne qui est donnée là-bas, c'est la charge. 4, c'est la longueur en fait de la barre qui est chargée. Donc ici, j'aurai 1,33 tonnes mètres comme moment d'encastrement parfait. Ici, j'aurai moins 1,33 tonnes mètres. En fait, nous sommes là, nous avons trouvé le moment d'encastrement parfait. Et là, nous allons partir maintenant dans l'étape suivante. L'étape suivante doit consister maintenant à récupérer toutes les valeurs que nous avons trouvées. Nous les introduisons dans les tableaux de Cross et nous faisons la combinaison. Après combinaison, et nous allons déterminer le moment définitif après combinaison, bien sûr, dans les tableaux de Cross. Et là, nous allons partir de l'autre côté. Et après avoir calculé le moment d'encastrement parfait, nous allons faire maintenant les tableaux de Cross. Tableau de Cross. Toutes les valeurs que nous avons trouvées, nous allons les introduire bien sûr dans les tableaux de Cross. Et vous allez voir comment est-ce que je vais faire mes combinaisons. Alors, le tableau de Cross est là. Vous pouvez très bien suivre comment est-ce que je fais ces tableaux ici. Nous avons notre portique. Ici, on a repris le portique tel que ça a été donné. Le portique A, B, C, D, avec le chargement bien sûr. On a repris le valeur de coefficient de répartition et les moments d'encastrement parfait. Alors, ici, nous allons faire ceci. Nous avons le nœud A. Le nœud A est ici. Le nœud A est en communication juste avec le nœud B. B tout simplement. Donc, nous avons les nœuds. J'écris ici nœud. Les nœuds, comme ça. Et j'ai le nœud A. Là, c'est le premier nœud. Le nœud A, je répète, est en contact avec le nœud B. Juste un nœud seulement en contact. Un nœud en contact me donne une colonne. Dans les tableaux de Cross, j'ai une colonne ici. Une colonne et je fais ceci. Le nœud A. A est en contact avec B tout simplement. J'écris A, B. Voilà. Après le nœud A, nous avons le nœud B. B est en contact, j'écris d'abord le nœud B. B est en contact avec A. B est en contact avec C. C'est-à-dire j'aurai deux colonnes. J'aurai deux colonnes, BA et BC. Donc j'écris BA. BA du côté des A et BC du côté de C parce que j'aurai C de l'autre côté.
je fais ça. Et après B, nous avons C. Je mets le nœud C. C est en contact avec B, C en contact avec D. C'est-à-dire j'aurai 2 colonnes pour C. 2 colonnes. B, C, non, CB, C qui est devant, CB et CD. L'autre nœud, c'est le nœud D qui est en contact seulement avec C. Donc une colonne tout simplement. Alors j'aurai D ici qui est en contact avec C tout simplement. Et je finis mon tableau de crosse ici. Voilà. De l'autre côté aussi, pour séparer ceci, je vais tracer une ligne là. Je vais tracer une ligne et ici, j'enlève les nœuds. Les nœuds dans ce sens, les nœuds dans l'autre sens. Alors, et en dehors de ça, j'ai les moments d'encastrement parfait. Les moments d'encastrement parfait que j'appelle mu. Je vais les introduire. Alors, les moments d'encastrement parfait, vous allez remarquer ensemble avec moi que nous avons mu BC. Les moments BC. Moment BC, regardez BC. La case de BC est là. C'est ici où je vais mettre 1,33. C'est les moments d'encastrement parfait. Nous avons aussi CB, les moments d'encastrement parfait CB qui me donne moins 1,33. Là, j'ai introduit le moment d'encastrement parfait. Mais seulement, je vais introduire d'abord, avant le moment d'encastrement parfait, on va arranger bien les tableaux. Je vais introduire d'abord le coefficient de répartition, C. J'introduis d'abord le coefficient de répartition et je vais introduire les moments d'encastrement parfait ici. Et là, ça sera bien. Alors, le coefficient de répartition, AB. AB, on a dit AB n'existait pas. Mettons ça comme ça. BA, nous avons 0,571. BC, nous avons 0,429. Nous avons CB qui est 0,429. CD 0,571. DC n'est pas là et je mets ceci. Pour le moment d'encastrement parfait, les moments d'encastrement parfait, nous aurons les moments BC. BC 1,33. CB, nous avons moins 1,33. Voilà. Alors, regardez ensemble avec moi que je vais pouvoir séparer mes lignes pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les tableaux. Je vais séparer mes lignes. Regardez, les nœuds, la ligne qui sépare les deux nœuds doit être doublement soulignée pour éviter un peu de désordre dans les tableaux. Donc, je vais souligner ceci comme ça. C'est la séparation des zones. Voilà. Entre le nœud B et C, je veux aussi souligner. Je souligne aussi. C et D, je souligne aussi. Voilà, je suis là. Alors, je regarde aussi. Entre les lignes qui sont là, ça et ça et ça, je vais pouvoir souligner, séparer les coefficients de répartition et les moments d'encastrement parfait. Je vais souligner aussi, là, comme ça. Il faut les faire aussi comme moi, pour éviter un peu de désordre, de confusion, lorsque nous allons additionner toutes les valeurs que nous aurons à trouver dans les tableaux. Alors, je commence maintenant les calculs dans mon tableau, mes combinaisons, mes itérations. Alors, regardez comment est-ce que nous allons commencer. Regardez encore quelque chose. Pour voir que vos valeurs de coefficient de répartition sont correctes, il faut que la somme de valeurs de moment de coefficient de répartition dans un nœud vous donne 1. Regardez par exemple le nœud 1 à le nœud B. Si vous prenez les deux coefficients de répartition, vous les additionnez, vous allez trouver 1. C'est correct. Pour l'autre nœud, si vous les additionnez, vous allez trouver 1. C'est correct.
Si ça ne vous donne pas 1, n'hésitez pas de recommencer vos calculs. Mais il faut que ça vous donne 1. Même si vous avez un nœud qui répartit ses effets à 3 barres, la somme de ces 3 cases-là devrait vous donner 1. Je crois qu'on aura des portiques comme ça qu'on aura à faire. Et vous allez comprendre comment est-ce que ça se passe. Alors ici, je suis là, je commence mes calculs. Le portique est là. Mon portique est là. Nous avons les nœuds A, B, C, D. Et je vais commencer toujours par les nœuds B. Pas les nœuds dans la pouille. Non, non. Ne faites pas ça chez vous. Donc il faut commencer par les nœuds qui est après la pouille. Le deuxième nœud, je peux dire. Le premier nœud, c'est la pouille. Le deuxième nœud, c'est là. Je vais commencer par là. Et la répartition, les effets de ces nœuds ici vont partir dans le nœud A. Et de l'autre côté, la même chose. Donc, je vais utiliser puisque les nœuds B et C, pas les nœuds des appuis. B, C jusqu'à éliminer mon tableau. Alors, ici, nous aurons, je commence par B. Je commence par B. Je viens. Il faut très bien suivre. Je commence par B. Avec B, je suis là, c'est ça B. Alors, je vais pouvoir multiplier ma valeur de moment ici, d'encastrement parfait, par le coefficient de répartition. Alors, si j'avais plusieurs moments, si aussi par exemple cette barre était chargée et j'avais une valeur ici, j'allais faire la somme, l'addition de toutes ces deux valeurs ici, multiplié par le coefficient de répartition et je mets la valeur ici. Mais du fait que j'ai une seule valeur, je vais prendre seulement cette valeur ici. Je prends la valeur du moment d'encastrement parfait, multiplié par le coefficient de répartition, je mets ici. Mais lorsque je mets ici, je change les signes. C'est ça le principe dans le tableau de Gauss. Je change les signes. Alors, regardez ensemble avec moi, je fais 1,33 multiplié par 0,571. Et je veux trouver moins 0,752. C'est 752. Si vous faites ça, multiplié par ça, vous mettez ici, mais vous changez les signes. Vous allez voir ensemble avec moi que ceci, ça fois ça, ça donne une valeur positive. Mais seulement le principe, c'est qu'on va changer les signes. On va changer les signes. Donc vous allez trouver 0,759. Lorsque vous changez les signes, j'ai fait ceci. Je souligne. Si je souligne, ceci signifie que je divise par 2. Je divise par 2, je mets la valeur que je trouve ici. Moins 0,380. Ceci divisé par 2, je mets la valeur que je trouve ici. C'est OK. Je prends encore la même valeur qui est en dessous de deux lignes. La même valeur multipliée par ceci. Et je vais mettre cette valeur ici. Et ceci me donne, je changeant aussi les signes. Ceci va me donner aussi moins 0,571. Je divise par 2, je souligne comme ça. Je divise par 2 et je veux trouver moins 0,285. Et là, j'ai fini. Le nœud B, ça multiplié par ça, je change les signes, je trouve là. Divisé par 2, je transmets dans l'encastrement A. Ici, la même chose, moment d'encastrement parfait, multiplié par le coefficient de répartition. Je mets ici, je divise par 2, c'est BC qui va donner à CB. Je divise par 2 et je mets là-bas. Terminé. Terminé avec le nœud B, je souligne comme ça. Je reviens maintenant avec le nœud C. Avec le nœud C, je regarde le nœud C. Regardez les nœuds C ensemble avec moi. Dans les nœuds C, en dessous des deux lignes qui sont là, j'ai deux valeurs. J'ai la valeur ici, qui vient de la répartition, et la valeur du moment d'encastrement parfait. Je vais additionner toutes les valeurs qui sont en dessous de ces deux lignes ici. Vous voyez d'ailleurs l'encadrement des deux lignes que je fais.
cette valeur plus la valeur que je trouve là-bas. Les résultats que je trouve, je multiplie par 0,429 qui est le coefficient de répartition et je mets la valeur ici tout en changeant les signes. Vous allez voir que ça plus ça sera une valeur négative. Si je mets fois ça, je trouve une valeur négative toujours, mais je vais changer les signes selon le principe de la méthode. Donc, si je fais ça, je vais trouver quelque chose de 0,693. Je change les signes, bien sûr. C'était moins et ça devient plus. Ça plus ça, multiplié par ça, je mets ici. Divisé par 2. Divisé par 2 et ceci va me donner 0,346. Là, c'est bien passé avec le nœud B. Le nœud C, avec le nœud C toujours, divisé par 2, j'ai renvoyé là. Pour trouver la valeur d'ici, je fais toujours la même chose. Ça plus ça, fois ça, je mets là. Mais je change le signe. Et là, je veux trouver, si vous calculez ensemble avec moi, vous allez trouver 0,922. Ça plus ça, fois ça, je mets là et je change les signes. Ça plus ça, fois ça, j'ai mis ici, je divise par 2, j'envoie là. Je répète encore, c'est 6 plus ça, multiplié par ça, je mets la valeur ici, je divise par 2 et je transmets de l'autre côté parce que c'est un encastrement. Donc en divisant par 2, je trouve 0,461. Je finis avec le nœud B et je souligne comme ça. Voilà. Je reviens. J'ai fini, je peux dire je finis le premier tour. B, C. Mais quand est-ce que nous allons arrêter les altérations dans ces tableaux? C'est lorsque nous allons remarquer que toutes les valeurs que je trouve dans les tableaux deviennent nulles. Le zéro commence à se répéter dans les tableaux. C'est ainsi que nous allons arrêter le tableau. Alors ici, nous recommençons encore.